Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept de l'espèce. Qu'est-ce qu'une espèce, hein? C'est de ça qu'on parle. Donc, je fais un petit rappel pour se mettre dans le bain. Qu'est-ce qu'un être vivant? Je voudrais faire une autre capsule. On avait vu qu'il y avait 7 critères pour déterminer que une chose qu'on regarde, c'est vivant. Donc, on part de là pour se mettre en appétit avec le premier critère, si on se rappelle bien, c'était que tous les êtres vivants sont composés de cellules. Il y avait deux types de cellules, hein? La cellule animale et la cellule végétale, rappelez-vous. Et donc, tous les animaux ont des cellules sensiblement les mêmes, là, cellules animales, et tous les végétaux, des cellules végétales. À l'intérieur de ces deux types de cellules-là, il y a un noyau. À l'intérieur du noyau, il y a une petite chose très, 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 très particulière qu'on appelle l'ADN. C'est pas besoin de savoir là, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et tout. Là. Je vous le présente là, juste comme en introduction. Donc, c'est un petit filament. C'est vraiment minuscule, là, hein, mais c'est minusculement petit, mais très, 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 très long. Là. On dirait une échelle qu'on entortille. On appelle ça souvent une double hélice, la double hélice de l'ADN. Donc, si on la déroule, cette hélice-là, hein, on va voir que ça va donner une espèce d'échelle. Et l'échelle, elle a des barreaux, en fait. Il y a des petits barreaux dans les échelles. Ça, là, je vous rappelle, on est dans le noyau de chacune de vos cellules et de chacune des cellules de tous les êtres vivants. Donc, il y a des petits barreaux, puis là, vous le voyez à côté de moi, là, ils peuvent être colorés si on veut. Ça nous permet de distinguer qu'il y a 4 types de demi-barreaux. A, T, C et G. Qu'est-ce que c'est que ces affaires-là, là? En fait, il y a 4 demi-barreaux possibles pour former toute l'échelle. Mais l'échelle est vraiment, vraiment, vraiment longue. En tout cas, pour l'être humain, on parle de 3,2 milliards de paires de barreaux. Donc, c'est comme s'il y avait 3,2 milliards de marches pour aller jusqu'au bout. Mais il y a plusieurs petits filaments, là. Mais il y a ça à l'intérieur de chacune de vos cellules. Donc, pour comprendre, il faut s'entendre qu'on est à une échelle atomique, hein. Chacun des petits barreaux, là, c'est quelques petits atomes réunis, dépendamment de comment ils sont placés, comment ils sont réunis, puis quelle sorte c'est, ben, on va dire que c'est un T, un A, un C ou un G. Donc, c'est ça qui détermine, en fait, si on prend une séquence donnée, là, si on prend une séquence de barreaux donnés, puis là, vous avez remarqué peut-être qu'il y avait toujours avec un A, il y avait toujours un T, avec un C, il y avait toujours un G de l'autre côté, là, mais il y a une séquence, hein, c'est-tu C, 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 A, A, T, T. Donc, dépendamment de la séquence dans laquelle est présenté le brin d'ADN, ben, ça va donner un individu donné. Mais vraiment, ça va définir beaucoup, presque tout sur la personne, bon, en fait, l'être vivant que ça va donner. Parce que là, je m'apprête d'y arriver, là. Donc, ça définit la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, la frisure de vos cheveux, votre grandeur, souvent, euh, le fait que vous êtes allergique à certaines maladies, etc. Donc, tout est écrit. Le fait que vous êtes un être humain aussi, c'est écrit ça dans ce barreau-là. Donc, si on change quelques petits barreaux là-dedans, ben, ça va donner peut-être une femme au lieu d'un homme, ça va donner une autre couleur de peau, un autre genre de cheveux, etc. Donc, tout ça, c'est défini dans l'espèce d'échelon, là. Je l'ai écourté, là, ici, là, j'en ai mis quelques-uns, mais hein, on s'entend, il y a 3,2 milliards. C'est beaucoup, mais c'est pas infini. Donc, ce qui est le plus impressionnant, c'est que dépendamment de si on change les barreaux, des fois on enlève quelques-uns, ça peut donner carrément une autre espèce, hein. Ça pourrait nous donner un chien. Donc, les barreaux, nous, on en a 3,2 milliards. Les autres êtres vivants, ils peuvent en avoir plus, ils peuvent en avoir moins, mais c'est les mêmes petits demi-barreaux. Donc, ces 4 fameuses lettres-là, elles sont super, super importantes. Et là, on ne parle pas juste de peut-être un chien, hein. Tu changes la séquence, plus ou moins, ça peut donner un arbre, hein. Tu rechanges la séquence, ça va donner tout ce qui existe. Donc, tous les êtres vivants, les microbes, les poissons, les oiseaux, les sapins, etc., hein, c'est fait à partir des mêmes petits barreaux. Il y en a plus ou moins, puis ils sont surtout pas dans le même ordre à chaque fois. OK? C'est comme ça qu'on veut comprendre les choses. Donc, ça, là, c'est l'ADN qui est inscrit dans le noyau de chacune des cellules. Donc, la même séquence dans chacune des cellules d'un arbre, la même séquence dans chacune des cellules d'un oiseau, par exemple. Et là, la petite capsule dans laquelle vous êtes actuellement s'intéresse à classer finalement les types d'êtres vivants. C'est ça qu'on cherche à faire, dire ben, lesquels se ressemblent un peu plus, hein? Et on va définir éventuellement, dans le fond, que ceux qui se ressemblent suffisamment, ben, ils sont de la même espèce. Donc,
par exemple, les êtres humains, hein, on fait tous partie de la même espèce Homo sapiens. Donc, je vous réfère à vos feuilles de notes à la page 51. On va commencer avec une petite définition. C'est quoi ça, une espèce? En réalité, il va y avoir 3 critères. Ça va être super important. C'est seulement ça là, qu'on va mettre l'accent là-dessus parce que c'est ça que vous devez retenir. Donc, un individu fait partie de la même espèce qu'un autre si il possède, ou en fait, s'il partage les trois critères suivants. Hein. Se ressembler, même si tu ne ressembles pas à ta sœur ou à ton frère, tu y ressembles quand même plus que tu ressembles à un chien. Hein. Donc, se ressembler, là, c'est vraiment dans les grandes lignes. T'as-tu 2 bras, 2 jambes, une tête, etc. Là? Puis on fait exception, on parle pas de quelqu'un qui se serait fait amputer d'une jambe ou d'un bras. Là, hein? On parle dans un... C'est justement la problématique des fois. Dans le monde du vivant, c'est pas toujours... Quelqu'un qui s'est fait enlever 2 bras, il ressemble-tu quand même à quelqu'un qui a encore ses 2 bras? Et bien sûr que oui, là, c'est juste que on part avec le fait qu'il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire aspect semblable. Hein. Ça, c'est le premier critère. C'est pas toujours clair. Donc, faites de votre mieux, là. On ressemble ou pas. Je vais donner des exemples, ça va peut-être être un peu plus clair. Il y a des beautés d'exception dans la nature, comme toujours. Deuxième critère, hein, peuvent se reproduire entre eux, donc peuvent avoir des descendants, donc peuvent avoir des bébés, entre autres. Bien entendu, si c'est 2 garçons ou si c'est 2 filles, ils vont pas forcément pouvoir, entre eux, se reproduire, mais l'espèce demeure la même parce que, dans le fond, il y a une mécanique de reproduction, on en parlera dans une autre capsule, mais peuvent se reproduire, là, on parle des individus en général. Et le dernier et troisième critère, la descendance doit être féconde. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc, les bébés doivent, à leur tour, pouvoir avoir eux aussi des bébés, peuvent engendrer eux autres aussi, peuvent aussi se reproduire. Donc, dans vos notes, hein, on note ces 3 aspects-là avec des espèces de pictogrammes pour vous rappeler. Donc, aspects semblables, peuvent se reproduire et descendants féconds. C'est comme ça qu'on a statué qu'on regroupait dans la même espèce 2 individus donnés. Bien entendu, il y a plein de limitations à ces 3 critères-là et ils sont totalement, j'ai envie de dire, arbitraires. Hein? On a choisi de s'arrêter là. Ça s'est confirmé par certaines découvertes, entre autres avec l'ADN, que c'était pas si farfelu que ça comme critère, mais il y a par exemple des exceptions, donc il ne faut pas toujours penser que ça va être tranché au couteau grâce à ces 3 critères. Hein? Vous avez déjà remarqué que, par exemple, les poissons, hein, ils se ressemblent tous entre eux, mais ils ne peuvent pas tous se reproduire entre eux. Donc, c'est pas parce que 2 poissons ont des nageoires, une queue, etc., qui font partie de la même espèce. Hein. Il y a d'innombrables quantités d'espèces de poissons. Même chose pour les végétaux. Hein. Il y a des espèces de conifères qui peuvent se ressembler, mais c'est pas du tout de la même espèce. Donc, on va se référer aux 3 critères au complet pour déterminer s'ils sont de la même espèce. Je prends un exemple ici avec 3 petites bestioles hein, qui ressemblent à des écureuils, disons-le. Donc, si on valide les 3 critères, premier critère, hein, est-ce qu'ils se ressemblent? On peut dire dans les grandes lignes que ces 3 écureuils, hein, le noir, le gris et le roux, se ressemblent suffisamment. Donc, ils respectent le premier critère. Est-ce qu'ils peuvent maintenant se reproduire? Maintenant, je vous donne la réponse pour ces 3 bébites-là. Le gris et le noir peuvent se reproduire entre eux. Le roux ne peut pas se reproduire avec les autres. Donc, bien entendu, ils ne peuvent pas non plus avoir de descendance féconde, à l'exception du gris et du noir. C'est donc dire que les 2 premiers écureuils sont de la même espèce et le 3e, même s'il ressemble, donc il y avait un critère, il ne fait pas partie de la même espèce que l'écureuil gris. Donc, 3e critère, on va se sauter là, pour valider, si on veut, avec des exemples qu'on est capable de repérer chacun des critères. Donc, validons, là, par exemple, le fait que le premier critère, il se ressemble. Si je vous pose une question en vous montrant une image comme « Oh, vous avez 6 grenouilles, lesquelles font partie de la même espèce, puis on ne vous donne pas plus d'informations que ça. Hein? Vous êtes capable de me dire, par exemple, que la grenouille en B et la grenouille en D, c'est celle qui se ressemble le plus, et sur la base du premier critère, ça serait probablement la meilleure déduction pour dire qu'ils sont de la même espèce.
Maintenant, il y a des limitations dans la ressemblance, hein. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il y avait des fois un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle dans certaines espèces. Je vous en montre des exemples très flagrants juste au-dessus, là. Donc, lion, lionne, ça se ressemble vachement, j'ai envie de dire. Maintenant, il y a des oiseaux qui sont vraiment plus disproportionnés. Regardez même les insectes, hein, il y a des différences qui peuvent être plus marquées. Pourtant, c'est le mâle et la femelle de la même espèce. Donc, il y a une ressemblance, mais elle n'est pas absolue, bien entendu. Et il y a, j'ai dit, plein d'exceptions. Je vous en sors une comme ça, là, on l'appelle la fleur de mauve. Quel beau nom, hein? C'est absolument splendide comme bestiole sous-marine. La femelle, c'est l'espèce de grosse boule avec des tentacules et les mâles sont les petits points que vous voyez à droite et à gauche de l'espèce. Donc, vous voyez que on est loin d'une ressemblance, là. Malgré tout, ils font partie de la même espèce. Donc, il ne faut pas trancher trop au couteau le critère de la ressemblance. Maintenant, validons les deux et troisième critères, le fait de pouvoir se reproduire et d'avoir une descendance qui peut à son tour se reproduire. Je vous ai mis au bas de vos notes là, des exceptions ou en fait des faits marquants connus, hein, par exemple le cheval et l'âne, hein, c'est connu, ils peuvent avoir des bébés entre eux, on appelle même leur descendant ou leur bébé le mulet. Vous pouvez le noter, hein, c'est un mulet, le bébé de l'âne et du cheval, peu importe que l'âne soit le mâle ou la femelle, etc. là. Donc, le mulet a la particularité d'être un individu qui est stérile. Donc, stérile, qui veut dire que lui, il peut pas avoir de bébé, il peut pas se reproduire. Donc, ça respecte pas à ce moment-là le troisième critère. C'est un exemple. Je vous en ai mis un deuxième exemple. Par exemple, le cheval et le zèbre, hein, bien connus, peuvent, peuvent avoir des bébés entre eux. Ça va donner une espèce de bestiole absolument magnifique qu'on a baptisé le Zorse, hein, qui venait du zebra et horse en anglais, bien évidemment. Et lui, à son tour, comme le mulet, c'est un animal qui est stérile. Donc, ça ne respecte pas le troisième critère. C'est le genre de limitation ou de genre de limite atteinte par les critères. Si sur cette base-là, je vous posais la question suivante, hein, si on souhaite, par exemple, repeupler une population de castors qui serait en Gaspésie, juste ici, qui serait comme en déclin, donc il y en a de moins en moins. On veut, par exemple, importer des castors, par exemple, du nord de l'Europe. Qu'est-ce qu'on doit faire pour valider, avant d'importer ces castors-là, qui sont de la même espèce? Donc, vous êtes en mesure maintenant de me dire que sur la base du critère numéro 2 et 3, il faudra valider d'abord, avant d'importer trop de castors, pour repeupler, par exemple, une population en déclin, il faudrait valider d'abord qu'ils sont capables de se reproduire et aussi que leurs enfants sont capables de se reproduire. Comme ça, on va être sûr qu'ils sont de la même espèce et à ce moment-là, on pourra importer avec d'autres problématiques que ça peut engendrer, là, mais j'en fais fi. Là. Donc, on veut juste savoir, est-ce qu'ils font partie de la même espèce? Est-ce que ça va pouvoir regarnir la population de castors qui serait, par exemple, en déclin? Je termine en vous parlant d'une particularité là, dans la biologie et le monde du vivant qui est très intéressante. Si on prend, par exemple, un animal, là, on vient de parler de cheval, donc je vais prendre le cheval en exemple. Si vous tapez l'animal de votre choix sur Internet, hein, donc vous ouvrez Google, vous tapez ça, vous tapez cheval, par exemple, hein, la première chose sur laquelle vous allez tomber, c'est souvent la page Wikipédia, qui est l'encyclopédie en ligne que vous connaissez tous, qui nous donne, en fait, plusieurs informations sur à peu près toutes les espèces qui sont connues. Donc, il y a des espèces de noms bizarres hein, qui sont affichés juste au-dessous, là, dans le fond, de la page. Ben, c'est tiré de la page Wikipédia. Donc, sur la page, par exemple, du cheval, je vous la montre ici, là, vous avez toujours, puis tapez-le, là, gênez-vous pas pour l'essayer, là, vous tapez un animal qui vous intéresse, le chat, le chien, la fourmi, peu importe, vous allez voir apparaître, dans le fond, sur la droite, dans Wikipédia, dans le fond, un espèce de nom, là, je l'ai encadré en rouge ici pour le cheval, Equus caballus. C'est pas le cheval, ça, ben oui, c'est le cheval. C'est son nom scientifique. Donc, vous avez une espèce d'encadré sur la droite, là, sur la page Wikipédia, et vous avez en dessous de souvent la photo de l'animal, dans le fond, un paquet de dénominations, en fait, sous une hiérarchie. On en reparlera dans une capsule sur la taxonomie, mais vous retrouvez tout au bas, dans le fond,
le fait que l'espèce, par exemple l'espèce cheval dans ce cas-ci, hein, c'est justement son nom scientifique Equus caballus. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nom-là, là? Le nom en haut, il ne faut pas que ça vous gêne, je ne vous demanderai jamais de savoir ça par cœur, hein, c'est juste le fait de dénommer, c'est latin, en fait, c'est des dénominations latines, et on appelle cette nomenclature la nomenclature binominale. Donc, bi pour deux, donc il y a souvent deux termes, hein, Equus caballus, donc un terme, deux termes, et nominal veut dire on veut nommer l'espèce. C'est une forme de tradition en écologie, biologie, de nommer avec des termes latins. Donc, l'âne, le cheval, le zèbre sont des noms communs, tandis que les autres noms que vous voyez là dans le haut complètement, le Equus caballus, Equus asinus africanus, tout ça, c'est des noms scientifiques pour ces mêmes animaux. Donc, ils auront toujours un nom scientifique associé et vous pourrez le taper, le chercher si vous vous demandez c'est quoi. Donc, qu'est-ce que la nomenclature binominale? OK, c'est deux termes. Le premier terme étant le genre et le deuxième terme étant une précision. C'est intéressant de noter ça parce que, par exemple, pour le cheval, on vient de le voir, Equus caballus, hein, donc on a le genre Equus et on a une précision caballus. Donc l'ensemble des deux, là, ben, en fait, ça nous permet de voir qu'il y a quelque chose de commun avec le zèbre. Hein. Le zèbre Equus quagga, c'est une autre espèce. Donc la première ligne que j'ai indiquée juste ici, là, c'est le genre. Equus, à ce moment-là, c'est le même genre. Ça veut dire que le cheval et le zèbre sont du même genre. Tandis que le terme au complet, hein, les deux termes latins ensemble, ça forme le nom de l'espèce. On ne peut pas dire que le cheval, c'est juste un caballus. On dit que c'est un Equus caballus. Et on dit que le zèbre, par exemple, ben, c'est une des espèces de zèbre parce qu'il en existe plus d'une qui s'appelle Equus quagga. À partir de ce constat-là, je peux vous poser une question avec des exemples photographiés juste au-dessus de moi. Là, vous avez 4 individus et vous avez leur nom scientifique au-dessus. Si je vous pose la question, hein, combien y a-t-il d'espèces parmi les 4 individus que vous voyez là? Ben, à partir du fait que vous devez avoir les deux termes du nom scientifique similaires pour être de la même espèce, vous êtes capable de me conclure que par exemple, les deux premiers individus juste ici sont de la même espèce, tandis que les deux autres ne le sont pas. C'est donc dire que les deux premiers ici peuvent avoir des bébés ensemble et peuvent aussi, ben en fait, leur descendant ou leur descendance sera féconde. Tandis que c'est évident qu'on n'aura pas de descendance féconde avec les autres individus, ou on n'aura peut-être même pas de descendants à ce moment-là. À partir des mêmes individus, on pourrait se poser la question suivante. Maintenant, combien y a-t-il de genres? Hein? Il y a combien de genres? Donc, rappelez-vous, le premier terme dans la nomenclature binominale, c'est justement le genre. Donc, dans ce cas-ci, c'est 4 individus du même genre, Equus. Donc, il n'y a qu'un seul genre parmi ces 4 individus-là. Vous avez un petit espace dans vos feuilles de notes pour noter l'essentiel de ce qui vient d'être dit. Donc, j'ai mis un exemple pour les baleines. Hein, donc, vous avez le nom commun, hein, le rorqual bleu, le rorqual commun de l'Antarctique ou le rorqual commun de l'Arctique sont des noms communs. Les bestioles, vous avez des espèces d'images que je vous ai mis. Tandis que le nom scientifique, on écrit ça en passant en italique. Hein, donc, on essaie d'écrire penché pour signifier justement que c'est du latin, que c'est scientifique. Ça fait fancy, c'est bien joli. Et le premier terme en avant, dans la nomenclature binominale, ben c'est ça, le genre. Donc, vous pouvez compléter vos notes sous cette base. Je vous guide vers 2 excellentes vidéos qui vont vous porter aux limites de qu'est-ce qu'une espèce, surtout la première juste au-dessus de moi, là, Sommes-nous humains, de la chaîne, de l'excellente chaîne Dirty Biology, ou sinon, êtes-vous sûr d'être vivant? Ben là, c'est plus pour les limites de l'être vivant, mais allez-y faire un tour, c'est vraiment intéressant, vous n'avez qu'à cliquer. Je termine avec un petit récapitulatif. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? Hein? Une espèce, pour être de la même espèce, mais en fait, ça pourrait être la définition d'une espèce, vous devrez vous rappeler des 3 fameux critères qui sont « je ressemble à un autre individu »,« je suis en mesure de me reproduire » et « nos descendants seront féconds à leur tour ». Voilà, c'est ce qui complète la petite capsule sur l'espèce.